C'est à vous. On peut démarrer? Oui. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. L'URPS Pharmacie Auvergne-Rhône-Alpes est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire autour de la vaccination avec l'aide de nos experts régionaux. Je me présente, Daniel Rigaud, trésorier adjoint de l'URPS en charge de l'exercice coordonné et me trouve aujourd'hui à l'espace de santé publique du centre hospitalier Chambéry en Savoie. Lieu emblématique s'il en est, puisque c'est ici qu'a démarré la vaccination Covid dans le département, puis plus tard la vaccination monkeypox. Habituellement, c'est là que s'opèrent les vaccinations des voyageurs et les vaccinations complexes. Notre experte sera le docteur Ophélie Dos Santos, infectiologue, chef de service, également administratrice d'un forum d'infectiologie bien connu dans l'arc alpin, INFMED. Comme vous pouvez le voir, nous aurons... Je passe les diapos. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous aurons encore 3 webinaires et vous pourrez tous les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Le prochain, le 4 avril, vous présentera le système d'aide à la prescription vaccinale Mes Vaccins Pro, dont la licence sera offerte pour 3 ans par l'URPS et qui sécurisera vos prescriptions. En effet, le décret nous autorisant à prescrire 12 vaccins non vivants après une formation validante va sortir fin du mois, début avril. Elle concerne les plus de 16 ans et même 11 ans pour le papillomavirus, le président Macron souhaitant une campagne à l'australienne à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, le pharmacien est prescripteur de 2 vaccins, la grippe et le Covid. Sur la campagne VAG qui s'achève, 55% du total injecté en Auvergne-Rhône-Alpes a été réalisé en officine, tout acteur confondu, ville, hôpital, EHPAD, entreprise. Et en décembre, 90% des rappels Covid l'ont été en pharmacie. Nous avons fait nos preuves dans cette vaccination de masse et l'injection sur prescription des vaccins non vivants monte également en flèche. À nous de réussir cette nouvelle mission, faisant appel à des experts pour notre formation, sachant que les rappels vaccinaux de l'adulte, contrairement aux enfants, ont pris du retard en France et que le temps médical se réduit comme peau de chagrin. Au cours du webinaire, vous pouvez poser vos questions sur le chat et notre directrice en fera la synthèse. Je laisse maintenant la parole au docteur Dos Santos qui abordera la vaccination complexe de l'immunodéprimé. Merci à vous. Bonjour. Alors, on m'a demandé de vous présenter un petit peu la vaccination de l'immunodéprimé. Le but n'étant pas que vous soyez expert de la vaccination des immunodéprimés, mais que vous ayez les bases pour vacciner avec les vaccins au moins 2 bases, les immunodéprimés, qui sont nombreux en ville et je pense que vous les voyez au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui sont sous immunosuppresseurs, parfois même sans le savoir eux-mêmes. Et savoir où adresser les patients qui nécessitent des vaccinations extrêmement spécifiques, assez compliquées avec des schémas lourds. Donc, le but, c'est que vous vacciniez le quotidien, la grippe, le pneumocoque, comme il faut et que vous sachiez être alerté pour des situations particulières. Et des fois, ne pas vous laisser piéger parce que les immunodéprimés, des fois, ne le savent pas eux-mêmes et des fois, leurs spécialistes ne le savent pas eux-mêmes non plus. En tout cas, pour les vaccins, des fois, ils ne savent pas lesquels doivent être faits, lesquels ne doivent pas être faits. Je pense que vous pourrez être d'une aide pour les patients que vous connaissez bien aussi. Donc, voici le plan de ce qu'on va aborder. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un immunodéprimé ? Quelles sont les bases à retenir et on raisonnera majoritairement avec ça dans la vaccination de l'immunodéprimé. Il y a des grands messages qu'il faut vraiment connaître. De quel vaccin on parle quand on parle de la vaccination immunodéprimée? Est-ce que c'est tous les vaccins? Est-ce que c'est des vaccins spécifiques? Est-ce que c'est des vaccins spécifiques en fonction de l'immunosuppression? Et ensuite, je vais vous citer 3 exemples, enfin 4, de patients que vous devez avoir en plus grand nombre. Donc, un patient qui est immunodéprimé sous corticothérapie, un patient qui est sous anti-TNF-alpha, un patient qui est sous chimiothérapie et l'exemple un peu particulier du splénectomisé qui est l'exception, qui confirme un peu la règle dans l'immunodépression. Donc, l'immunodépression, si on essaye de donner une définition, donc ça c'est une diapo extrêmement simple, mais c'est pour dire que l'immunodépression, ça peut être simple, c'est-à-dire qu'on le classe en général en 2 classes, l'immunodépression innée ou acquise
Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que l'immunodépression, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez plein de catégories, plein de choses. Donc là, la diapo, elle est bien rangée, mais je l'avais volontairement très mal rangée pour que ce soit le bazar et qu'on n'arrive rien à lire. C'est pas grave. En gros, pour dire que si vous êtes perdu dans l'immunosuppression, c'est normal, mais pour la vaccination, c'est pas un trop gros problème parce que en tout cas, les recommandations de vaccination aujourd'hui sont assez uniformes pour les différents types d'immunosuppression, en excluant le Covid. Et du coup, vous allez voir qu'avec les grands messages, vous allez vous y retrouver pour la plupart des immunodéprimés. Donc déjà, un immunodéprimé, il faut bien savoir que tous les immunodéprimés ne sont pas équivalents. Un patient qui est sous méthotrexate n'est pas un patient qui est sous chimiothérapie et n'est pas un patient qui encore est sous rituximab, l'exemple le plus parlant, ou un patient qui est greffé. C'est vraiment des immunodéprimés différents, des degrés d'immunodépression différentes, mais en vaccination, cette distinction de grade d'immunodépression ne va exister que pour la vaccination du Covid. Donc, c'est par ce biais-là que vous avez appris à connaître la vaccination des immunodéprimés, c'est avec la vaccination Covid. Donc, vous avez quand même, comme tout le monde qui a fait de la vaccination Covid, appris à savoir qu'est-ce qu'un très grand immunodéprimé et qu'est-ce qu'un immunodéprimé un peu classique. Hein, c'est le vocabulaire qui est apparu avec le Covid. Mais pour le reste des vaccins, cette distinction n'existe pas encore. Les recommandations des immunodéprimés sont en cours de mise à jour. Alors, est-ce que ces nouvelles recommandations feront apparaître cette distinction? Je ne sais pas. En tous les cas, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de distinction. Les principes donc, de la vaccination des immunodéprimés pour les vaccins en dehors du Covid sont tous les mêmes pour tous les immunodéprimés. Et attention, comme je vous ai dit, parfois les spécialistes ignorent les restrictions de vaccination pour les patients ou pour les traitements qu'ils prescrivent. Et la majorité des patients ne le savent pas eux-mêmes. Donc, il faut quand même être vigilant. Après, souvent, vous, les pharmaciens, vous savez peut-être même mieux si le traitement est immunosuppresseur ou pas. Voilà, en tout cas, il faut vraiment faire attention quand un patient est adressé avec une prescription qui paraît un peu curieuse. Donc, si on classe les immunodéprimés de façon un petit peu simpliste, les grandes catégories, ce sont celles-ci. C'est les déficits immunitaires héréditaires, toutes les maladies innées, les déficits en immunoglobuline, les granulomatoses, les déficits communs, variables. Donc, en gros, c'est tout ce qui est depuis l'enfance. Après, vous avez la particularité du VIH, qui est un immunodéprimé qui est souvent mis à part. Vous avez les greffés d'organes solides, les greffés de cellules souches hématopoïétiques. Et alors là, en vaccination, le greffé de cellules souches hématopoïétiques, c'est vraiment le grand naïf, comme un bébé. On va reprendre la vaccination vraiment de zéro. Les patients sous chimiothérapie, donc vous avez les chimiothérapies pour cancer, les chimiothérapies pour pathologie hématologique, c'est encore 2 chimiothérapies différentes, mais ils sont dans la même classe. Et vous avez la grosse partie qui est les patients sous immunosuppresseurs, corticothérapie et biothérapie, qui représentent énormément de monde en ville, que vous devez voir au quotidien. Et c'est surtout ces personnes-là qui ont en fait une vie normale et qui ne connaissent vraiment pas les restrictions et les particularités souvent liées à la vaccination parce que leur traitement, ils le supportent plutôt bien, c'est des traitements faciles en injectable à domicile et ils n'ont pas beaucoup de contraintes et du coup, ils ne s'imaginent pas qu'il y a des vaccins interdits ou des choses spécifiques à faire. Ensuite, vous avez les aspléniques et les hypospléniques. En gros, c'est les gens qui n'ont plus de rate ou alors qui ont une rate qui a été altérée. Et donc, eux, ce sont des immunodéprimés un petit peu particuliers parce qu'ils sont immunodéprimés que vis-à-vis de certaines choses. Les 2 documents vitaux pour s'en sortir, la vaccination de l'immunodéprimé. Donc, vous avez le calendrier vaccinal, bien sûr, qui sort chaque année. Et le document du HCSP, donc il commence à dater, hein, il date de 2014, mais c'est toujours celui-ci pour l'instant qui fait référence sur la vaccination des immunodéprimés et des aspléniques. Donc, toutes les recommandations dont je vais vous parler se trouvent dans ce document. Alors, c'est un document qui fait beaucoup de pages, hein, il doit faire presque 200 pages. Mais si vous avez une question, vous pouvez aller chercher là-dedans, vous trouverez la réponse. Alors, les bases dans la vaccination de l'immunodéprimé, quel que soit le niveau d'immunodépression,
les vaccins vivants sont tous strictement interdits pendant l'immunosuppression. Et ça, c'est la base, mais souvent, les gens ne le savent pas et parfois même les médecins ne le savent pas. On a souvent des gens qui nous sont adressés pour la vaccination fièvre jaune, parce qu'on est un centre de vaccination international, et ce n'est pas du tout exceptionnel qu'on découvre que les gens soient sous corticoïdes ou méthotrexate et qu'ils tombent des nues, qu'ils ne peuvent pas faire le vaccin de la fièvre jaune parce qu'il est vivant. Donc, vous ne risquerez jamais de les faire à un immunodéprimé parce que c'est des vaccins que vous n'avez pas le droit de prescrire et pas le droit d'administrer. Donc, c'est pour cette raison-là, c'est pour pas qu'il y ait d'erreur, je pense. En tout cas, ces vaccins sont strictement interdits chez tous les immunodéprimés. On va pouvoir les faire avant l'immunosuppression, mais il va falloir bien respecter des délais en fonction de l'immunosuppression, en fonction du vaccin. Idéalement, pour tout ce qui est vaccin de l'immunodéprimé, c'est vraiment l'idéal. Le meilleur moment pour vacciner, c'est avant l'immunosuppression, bien sûr, parce que c'est là que le système immunitaire va être le plus performant. Si vous vaccinez sous immunosuppresseur, la vaccination sera moins efficace. Donc, idéalement, si on peut, on le fait avant. Vraiment, souvent, ce n'est pas un manque de volonté, c'est souvent que ce n'est pas le moment. Quand on vous découvre un cancer, que vous devez prendre un anti-TNF pour une maladie du tube digestif qui est en poussée, souvent, ce n'est pas à juste titre ce qui est fait en urgence. Donc, parfois, on le fait une fois le patient immunodéprimé parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'était urgent de commencer le traitement et que c'était très important. Donc, on peut vacciner quand même sous immunosuppresseur, sauf les vaccins vivants. Mais tous les vaccins qui ne sont pas vivants peuvent être faits pendant l'immunosuppression. Bien sûr, il ne faut jamais oublier de mettre à jour le calendrier vaccinal de base. C'est très bien d'être vacciné contre le pneumocoque et la grippe, mais c'est bien de faire le tétanos, c'est bien de faire l'hépatite B, c'est bien d'avoir les vaccins de base à jour. Il y a des vaccins spécifiques, ça je l'aborde après. Ce qui est extrêmement important dans la vaccination de l'immunodéprimé, c'est aussi de vacciner l'entourage. C'est par l'entourage que vous allez protéger aussi une personne. L'exemple typique, c'est par exemple une personne qui n'avait pas fait sa vaccination rougeole, qui est immunodéprimée, vous ne pouvez plus le vacciner. Par contre, il faut vraiment être scrupuleux sur la vaccination de l'entourage pour ne pas lui transmettre cette maladie contre laquelle on ne pourra plus nous, on ne peut plus le protéger. Et ensuite, il faut que le patient soit informé. Alors, quand on lui découvre une maladie grave qui nécessite une immunosuppression, souvent, ils sont un peu perdus, les gens, ou alors on leur explique et ils ont oublié. Donc, c'est bien qu'ils sachent qu'il y a des vaccins spécifiques et que surtout, il y en a qui n'ont pas le droit de faire. Et que même s'ils sont vaccinés, ils répondent moins bien à la vaccination. Ça, on l'a appris avec le Covid, mais c'est pareil pour tout, en fait. Les vaccins pneumocoques, ils marchent moins bien chez les immunodéprimés. Le vaccin grippe, il marche moins bien chez les immunodéprimés. Donc, ça ne dispense pas d'autres moyens de prévention, des gestes barrières, de se laver les mains. Et ça, c'est important que le patient soit au courant. Le cas particulier d'une immunodépression qui serait terminée. Donc là, il faut faire extrêmement attention en fonction de l'immunosuppresseur. On va pouvoir reprendre des vaccins vivants, par exemple, mais il y a des délais. Donc, et ça peut être particulier en fonction de l'immunosuppresseur. Donc, faudra aller chercher l'info. Dans ce document, vous avez tout ce genre d'infos, mais il va falloir aller chercher l'info spécifique en fonction de ce qu'a eu le patient. Ça reste possible de reprendre certaines vaccinations après une immunodépression, mais il faut bien se renseigner sur le délai. On ne peut pas tout faire dans n'importe quel délai. Voilà, je vous ai remis donc les vaccins du calendrier vaccinal français. C'est hyper important qu'ils soient bien à jour tout au long de l'immunosuppression. Les particularités, c'est comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas faire les vaccins vivants, mais il faudra faire les autres. Si on doit faire le vaccin vivant avant l'immunosuppression, il faudra bien respecter un certain délai. Par exemple, pour la vaccination varicelle, il faut respecter 6 semaines avant l'immunosuppression. Pour le vaccin de la rougeole, ce sera autre chose, donc il faut bien se renseigner. Et l'adaptation du calendrier vaccinal pour les immunodéprimés, c'est surtout que le tétanos, le vaccin tétravalent, le diphtérie, tétanos, poliococcus, sera à faire tous les 10 ans pour tous les immunodéprimés. Les vaccinations spécifiques, donc vous connaissez déjà la grippe, qui ne concerne pas que les immunodéprimés, mais l'immunodépression est une indication. Vous avez le vaccin pneumocoque. Ensuite, vous avez l'exemple de l'hépatite B dédialysée. J'en parle juste pour que vous l'ayez au moins dans le diaporama. Comme ça, vous pourrez aller chercher l'info si vous en avez besoin.
Les vaccins méningococciques qui sont un petit peu particuliers avec des indications particulières. Donc, vous avez les vaccins méningo A, C, Y, W. C'est le Nimenrix ou le Menveo. Et vous avez le méningo B, on commence à bien connaître, le Bexsero, qui sont indiqués chez les patients splénectomisés ou les patients qui ont une sclérose en plaques qui sont sous Soliris, qui sont plus à risque de faire des infections méningococciques. Ensuite, vous avez le vaccin Hémophilus, qui est spécifique et qui est aussi pour les splénectomisés, et le vaccin Covid avec un schéma particulier. Et là, pour le coup, vous connaissez bien, j'ai mis une diapo pour vous rappeler, mais avec là la distinction pour les stades d'immunodépression. Donc, les vaccins spécifiques, on commence par la grippe, le plus facile, une fois par an, pour tous les immunodéprimés. On peut vacciner par rapport, en sous-chimio, la veille, le lendemain, peu importe. Alors, vous aurez toujours des spécialistes qui vont dire à leurs patients, c'est mieux 2 semaines après, c'est mieux 1 mois après, c'est mieux tant, c'est mieux avant, c'est mieux... En fait, concrètement, vous avez le droit de le faire à n'importe quel moment, mais l'essentiel, c'est de le faire. C'est qu'au bout d'un moment, à force de repousser, on ne va pas le faire. Donc, des fois, on fait comme on peut. Et si vous avez le patient qu'il est là et que vous pensez qu'il ne reviendra pas, il vaut mieux le faire un peu à n'importe quel moment que ne pas le faire du tout. Ensuite, le pneumocoque. C'est un schéma, je pense, que vous connaissez. J'insiste un petit peu dessus. Vous avez des schémas parce que c'est une vaccination qui n'est pas très bien faite. Avant, on ne vaccinait qu'avec le pneumovax les patients à risque, mais qu'avec le schéma Prévenart 13, pneumovax les patients immunodéprimés. Maintenant, c'est un peu pareil pour tous, donc c'est facile à retenir. En gros, on fait une injection de Prévenart 13 suivie d'une dose de pneumovax 2 mois plus tard. Cette combinaison, elle est quand même assez importante de faire d'abord le Prévenart 13 et après le pneumovax pour avoir une immunogénicité qui est bonne et avec le pneumovax d'élargir un petit peu parce que dans le Prévenart 13, il n'y a que 13 valences du pneumocoque. Et avec le pneumovax, on va élargir un petit peu les valences. C'est pour ça que c'est quand même bien de faire les deux. Il faut au moins 2 mois entre la première et la deuxième dose, mais vous pouvez avoir plus. Donc, si le pneumovax n'a pas été fait dans les délais, ce n'est pas grave, il faut le faire quand même. Et vous avez pour le rappel, là sur le schéma, donc le schéma de base, c'est première dose de Prévenart 13, on attend 2 mois, on fait un pneumovax, et 5 ans après, on refait un pneumovax. On ne va pas refaire le Prévenart 13 à chaque fois. Si on fait trop de Prévenart 13, l'immunogénicité, après, elle sera moins bonne si on fait trop de doses. Donc, c'est pour ça que le schéma est comme ça. Les gens qui ont été vaccinés antérieurement avec un pneumovax ou pneumo 23, vous en avez beaucoup parce que, comme je vous disais avant, la vaccination pneumovax tout seul était recommandée chez les gens non immunodéprimés, mais juste avec des pathologies chroniques. Donc là, on peut attendre 1 an pour faire un Prévenart 13 et après, on refera un pneumovax et il faut 5 ans entre les pneumovax. Et ensuite, si les gens ont été vaccinés avec le schéma Prévenart 13 et Pneumo 23 et qu'on est à plus de 5 ans du dernier pneumovax ou Pneumo 23, peu importe, c'est le même vaccin, on fait un rappel à 5 ans. La particularité avec la vaccination hépatite B, vous avez 2 indications où vous avez déjà dû voir des ordonnances de vaccin hépatite B double dose parce que le vaccin hépatite B doublement dosé n'existe plus depuis plusieurs années. On le faisait chez le dialysé et le VIH. C'est une recommandation particulière parce qu'on sait que cette population, elle a une moins bonne réponse à la vaccination hépatite B. Donc, pour les protéger comme il faut, on leur fait une double dose. Donc, on leur fait 2 Angérix B20 le même jour à J0, 2 Angérix B20 le même jour à M1, 2 Angérix B20 à M2, et c'est un schéma renforcé et un rappel à M6. On fait une dose de plus et 2 doses à chaque fois. Et il y a une indication là de contrôle systématique des anticorps anti-HBs après vaccination, ce qui n'est pas recommandé en population générale pour vérifier qu'ils soient bien protégés parce qu'ils sont plus à risque d'hépatite B. Voilà, c'est juste pour que vous ayez l'info de ce schéma spécifique. Ce n'est pas une erreur.
Ensuite, la vaccination de l'hémophilus et du méningocoque. Là, je vous mets les schémas. Donc, l'hémophilus, c'est en général une seule dose et c'est majoritairement recommandé uniquement pour les splénectomisés. Et le méningocoque, si on parle du méningo B, c'est 2 doses à 1 mois d'écart avec le Bexsero. Il y a un autre vaccin méningo B dont on avait entendu parler pendant la campagne. Alors, je ne me rappelle plus son nom. Oui. Mais celui-là, il a une dose de plus. Oui, il a une dose de plus. Voilà, il y a 3 doses. Et on ne peut pas l'utiliser chez les jeunes. Hein. Voilà, c'est que pour les adultes. Voilà. Et ensuite, vous avez le méningo ACYW 135 conjugué, mais bon, les non conjugués, je ne crois pas qu'ils existent encore. Donc, c'est le Nimenrix ou le Menveo. On fait 2 doses à 6 mois d'écart. Je vous remets la distinction vraiment pour le Covid. Dans le Covid, c'est l'exception. Il y a une distinction chez les immunodéprimés. Donc, tous les considérés comme grandement immunodéprimés ont une indication avec un schéma renforcé et des rappels plus fréquents. Donc, je vous le redis, c'est les greffés de cellules souches hématopoïétiques ou les greffés d'organes solides. Ce sont les dialysés. On est un peu étonné que les dialysés soient classés dans les très grands immunodéprimés, mais c'est comme ça. Les patients sous chimiothérapie lymphopéniante. Et alors là, la porte est ouverte à tout ce qui est lymphopéniant. Donc, il faut regarder. Et quand on regarde finement, il y a beaucoup de médicaments concernés. Vous avez les patients sous antimétabolites, les anti-CD20. Alors là, j'ai mis plus. Et les patients avec une pathologie hémato-lymphopéniante. En gros, maintenant, les gens qui ne répondent pas à la vaccination et qui continuent à faire des Covid graves non vaccinés, c'est typiquement le patient d'hémato sous rituximab. Après, nous, à Chambéry, on voit peu de greffés, donc les greffés doivent être aussi concernés, mais en tout cas, les patients sous rituximab sont extrêmement à risque d'être non répondeurs à la vaccination, même si bien vaccinés. Donc là, c'est quand même important de dire aux gens, attention, vous êtes vaccinés, mais vous êtes mal protégés. Donc, il faut quand même vous protéger. La particularité, donc vous savez qu'on fait des sérologies pour les grands immunodéprimés. Donc, un grand immunodéprimé, on va lui faire sa primo-vaccination avec le schéma J0, M1, M2. On va lui faire un rappel à 5 mois, un rappel à 8 mois et après tous les 6 mois. Bon, on a du mal concrètement à les vacciner tous les 6 mois. Les gens, ils en ont un peu marre. Mais bon, ils nécessitent quand même des rappels plus fréquents. Il y a une indication de faire une sérologie. Cette sérologie, on l'a fait à partir de 4 semaines après la 3e dose, donc à la fin de la primo-vaccination. Elle n'est pas là pour dire aux gens « on est super content, vous avez 500, super, vous êtes protégés, c'est génial ». Non. En fait, elle est là pour dépister les gens qui auront une sérologie strictement négative ou inférieure à 264 BAU, qui est un seuil totalement arbitraire qu'on a défini pour une protection. Mais en gros, il sert à dépister, si le chiffre est bas, les mauvais répondeurs. Avant, on leur proposait des anticorps monoclonaux, mais maintenant, avec les nouveaux variants, les anticorps monoclonaux sont plus efficaces, donc on ne peut pas leur proposer grand-chose à ces patients, hormis de conserver les gestes barrières, de bien vacciner l'entourage, et surtout, s'ils ont le Covid, de faire le diagnostic rapidement pour qu'ils puissent bénéficier de Paxlovid s'ils n'ont pas de contre-indication. Donc surtout, on n'arrête pas de vacciner Covid un patient grandement immunodéprimé parce qu'on est content qu'il ait une sérologie élevée. Ce n'est pas comme dans l'hépatite B, on ne connaît pas de seuil par cœur où on vous dit que la protection est de 100%. Donc, vraiment, elle est vraiment là pour guider un petit peu la réponse et pour débusquer les quelques non-répondeurs du tout, où là, on va quand même être très méfiant. S'ils attrapent le Covid, là, vraiment, c'est quand même un peu la catastrophe. Je pense que, si je puis me permettre, on a une banalisation du Covid, sauf pour cette catégorie-là. Là, c'est vraiment une non-banalisation et que cette sérologie qui a un peu été oubliée par les médecins, on peut être aussi acteur on ne va pas être prescripteur de cette sérologie, mais rappeler aux gens que même si on leur fait des rappels, la sérologie est importante. Parce qu'on a une banalisation du Covid, maintenant ça rentre dans les mœurs, etc. C'est une maladie comme une autre, sauf pour ces patients-là, en fait. Ces patients-là, ils font encore les formes historiques de Covid, où ils ont beaucoup d'oxygène et ils décèdent du Covid. Donc, vraiment, il ne faut vraiment pas négliger le Covid chez ces personnes. Et si eux, ils ont des symptômes, il faut les dépister vite parce que le Paxlovid, ça peut quand même être une arme qui peut les sauver quand même, si on peut le mettre. Si on ne peut pas le mettre, voilà, mais il vaut mieux prendre en charge le Covid tôt chez ces personnes très à risque.
Alors, le premier cas clinique, une personne qui serait sous corticothérapie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une corticothérapie immunosuppressive? Parce que alors, les corticoïdes, je pense que vous en voyez beaucoup et tous les jours. Toute dose de corticothérapie n'est pas immunosuppressive. La définition, c'est ça. Un adulte est considéré immunodéprimé s'il est à plus de 10 mg d'équivalent prednisone. Bon, je pense que ça, vous savez très bien faire l'équivalence prednisone, les pharmaciens, mais nous, les docteurs, il faut qu'on se méfie. Si on prend plus de 10 mg d'équivalent prednisone par jour depuis plus de 2 semaines. Et quand on regarde, ça concerne énormément de gens. 15 jours, ça va assez vite. Quelqu'un pour une sciatique peut en avoir pour plus longtemps que ça. Voilà, si on a 60 mg pour une sinusite, quelques jours, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, 10, ce n'est pas une dose très élevée. Pour les enfants, c'est 2 mg kg d'équivalent prednisone par jour. Et au-delà, alors attendez, je ne vois pas bien. Et au-delà de 20 mg par jour, c'est les enfants qui font plus de 10 kg. Pareil, pendant plus de 2 semaines. Un bolus de corticoïdes isolés est considéré comme un corticoïde immunosuppresseur. C'est les gens qui sont hospitalisés avec des bolus de 500, des bolus de 1 gramme, des fois. Vous ne le voyez pas forcément parce que maintenant, on prend de plus en plus le relais avec d'autres immunosuppresseurs. Mais en tout cas, ça reste un corticoïde à forte dose qui contre-indique, qui considère qu'on est immunodéprimé pendant les 3 mois qui suivent. Donc à raisonner comme un corticoïde de plus de 10 mg pendant plus de 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on va leur faire à ces personnes? Donc déjà, à chaque fois, on raisonne. D'abord, on regarde le calendrier vaccinal. Il faut qu'il soit à jour. L'hépatite B, la méningite C si c'est l'âge, le Covid, les HPV, tout ça, c'est les mêmes recos que la population générale. Donc, on va leur faire les mêmes vaccins. Ensuite, pour le tétanos, on va leur faire les mêmes. Et par contre, on fera tous les 10 ans à partir de 25 ans. Attention aux vaccins vivants. Impossible de les faire si l'immunosuppresseur est déjà commencé. J'insiste lourdement, mais voilà. Si on veut faire le vaccin varicelle, il faudra attendre 6 semaines avant de commencer un immunosuppresseur. Si on veut faire le vaccin ROR et fièvre jaune, il faudra attendre au moins 4 semaines avant de faire l'immunosuppresseur. Quand en plus on considère que varicelle, c'est 2 doses. Donc, en fait, c'est un peu plus, parce qu'il faut avoir fini le schéma pour attendre les 6 semaines. Donc, ça fait 6 semaines à partir de la 2e dose. Et le BCG est contre-indiqué. Les vaccins spécifiques, donc on va lui faire la grippe tous les ans. Ça, c'est plutôt facile. Et le pneumocoque, Prévenir 13, puis Pneumovax et un rappel à 5 ans de Pneumovax. On n'oublie pas de vacciner comme il faut l'entourage. Et vous pouvez transposer ce schéma, qui est assez simple, pour un patient qui serait sous anti-TNF. On va faire la même chose. Un patient entre corticoïdes, en gros, tous les immunosuppresseurs un petit peu classiques de maladies inflammatoires, ce sera le même schéma. Il y a, à part la vaccination grippe et pneumocoque, vous aurez les mêmes schémas vaccinaux. Un patient sous chimiothérapie, c'est encore pareil. Attention, le seul bémol, c'est que la chimiothérapie, si c'est une chimiothérapie lymphopéniante, le schéma du Covid sera différent. Mais sinon, c'est pareil. Tous les autres vaccins du calendrier vaccinal seront à faire comme dans la population générale. Le tétanos tous les 10 ans, pas de vaccin vivant sous immunosuppresseur, la vaccination grippe tous les ans et le pneumocoque. Et en fait, quand on se penche un petit peu, les immunodéprimés, la plupart que vous verrez vont relever de ces schémas-là. Donc, il faut bien penser au calendrier vaccinal. Vaccination Covid ou pas, est-ce que c'est spécifique? Bon, ça, vous connaissez bien les gens chez qui c'est spécifique. Et après, grippe et pneumocoque. Donc, quand on réfléchit bien, dans l'immense majorité des cas, on va être sur ce schéma qui est quand même assez facile à retenir pour la plupart des immunodéprimés. Ensuite, les splénectomisés. Alors, les splénectomisés sont des immunodéprimés qui ne sont pas comme les autres parce qu'ils ne sont pas vraiment immunodéprimés contre toutes les maladies. Ils sont vraiment fragiles vis-à-vis des germes encapsulés. Donc, eux, ce sont l'exception. Aucun vaccin n'est contre-indiqué chez le splénectomisé parce que ce n'est pas un vrai immunodéprimé. Donc, les splénectomisés, on peut leur faire des vaccins vivants. On a le droit.
Voilà. Par contre, on va leur faire des vaccins spécifiques qui sont dirigés dans la prévention des infections à germes encapsulés. Donc, c'est un schéma assez lourd. Je vous le mets dans la diapo derrière. Donc, les gens, on les voit plusieurs fois. Ces patients-là, il ne faut vraiment pas hésiter à nous les adresser parce que voilà, c'est des schémas un petit peu lourds et c'est quand même hyper important de le faire. Donc, un splénectomisé ou un hyposplénique, quelqu'un qui a eu des infarctus de rate, qui a une drépanocytose avec des problèmes de rate, on ne fait pas de distinction. C'est soit la rate fonctionne comme il faut, soit il n'y en a pas ou elle fonctionne mal. Donc là, il va falloir faire une vaccination du splénectomisé ou de l'hyposplénique. Donc, bien sûr, comme à chaque fois, on met à jour le calendrier vaccinal. Et là, on peut tout faire, aucun problème. La seule nuance, c'est qu'on va faire le tétanos tous les 10 ans. Et ensuite, les vaccins spécifiques, vous retrouvez les mêmes, grippe, pneumocoque, et les autres, l'hémophilus, le méningocoque B et le méningo-ACYW. J'ai mis en prime l'antibioprophylaxie associée dans les 2 premières années, ça, vous savez que ça existe. Et chaque professionnel de santé peut voir un splénectomisé qui n'est pas à jour parce que ces schémas, c'est des schémas assez récents, ça fait une dizaine d'années qu'ils existent, mais un splénectomisé qui a 60 ans, qui a eu un accident à l'âge de 17 ans, à qui on a enlevé la rate, lui, il n'a eu aucun vaccin et jamais personne s'est proposé de le rattraper. Donc vraiment, si vous avez une connaissance qu'un patient est splénectomisé, même ancien, ça vaut le coup de lui demander s'il a fait tout ça. Et si on ne sait pas, il vaut mieux refaire parce que ce n'est pas non plus extrêmement fréquent, les infections chez les splénectomisés, mais quand ils font un méningocoque ou un pneumocoque, ça se passe en général très mal. Donc, c'est extrêmement important de les rattraper, ces vaccinations. Et donc, si vraiment on cherche, on trouve assez régulièrement des splénectomisés qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils devaient faire tous ces vaccins parce que la splénectomie est trop ancienne. Voilà, vous avez un tableau récapitulatif avec les schémas et les rappels en fonction des vaccins pour le splénectomisé. Ensuite, un petit paragraphe sur et après l'immunosuppression, parce que certains immunodéprimés ne le sont que transitoirement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors là, je vais vous montrer des exemples, parce que là, vraiment, c'est à la carte et c'est pas simple, mais il existe un document qui est extrêmement bien fait. Alors, il est très complet, mais des fois, on peut se poser une question très précise et on va trouver la réponse dans ce document. Il est disponible sur Internet. C'est un document qui a été fait par les Pays de Loire. Il est vraiment, vraiment très bien fait. Souvent, on doit refaire un tétanos quand même à la fin de l'immunosuppression. Et attention, il va bien falloir respecter les délais avec les vaccins vivants et là, aller regarder à chaque fois. Donc, je vous montre pour que vous voyez à quoi ressemblent ces documents et que vous sachiez comment aller chercher. Mais en gros, si vous vous posez une question pour après la chimio, est-ce que je dois refaire un pneumocoque, est-ce que je dois refaire une hépatite B, un ROR par exemple, on m'avait posé une question il y a 2-3 mois en me demandant j'ai une patiente qui est née, qui est née en 90, elle vient d'avoir de la chimio, elle me dit qu'il faut faire un ROR. Puis bon, je vais aller voir et en fait, oui, plus de 6 mois après la chimio, c'est recommandé de faire un ROR si on est né après 1980. Voilà, donc ça, c'est des petites questions un peu de niche, mais des fois, les gens, ils ont cette info et on peut les renseigner. Voilà, pour vous citer l'exemple de l'immunodéprimé très naïf, c'est la vaccination, par exemple, après une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez, on reprend tout à zéro. Donc là, c'est très lourd. Il ne faut vraiment pas hésiter pour ces patients-là à nous les adresser. On les verra pour la vaccination, parce que faut pas. Enfin, je pense que en pharmacie, vous avez un relais extrêmement important pour les vaccins extrêmement courants, la grippe, le pneumocoque, parce qu'on a du travail pour le pneumocoque, beaucoup de gens sont mal vaccinés. Mais quand vraiment la situation est trop complexe, il ne faut vraiment pas hésiter à les adresser dans un service spécialisé. Nous, on a des consultations spécifiques de vaccination d'immunodéprimés pour refaire le point parce que ça ne prend pas 5 minutes. C'est des vraies consultations de 30 minutes entre les allergies, les antécédents, les précédents vaccins, les antécédents, les traitements en cours, avant. Ça peut nécessiter des vraies consultations compliquées. On me pose la question, quand tu parles de rappel DTP tous les 10 ans, c'est au Tétravac ou au Répévax?
C'est quel vaccin? Alors, en général, ce qui est recommandé, c'est dans le calendrier vaccinal, si vous regardez le calendrier vaccinal, le DTP est recommandé et il faut faire une dose de coqueluche si on a des petits-enfants dans l'entourage. Moi, personnellement, je fais diphtérie, tétanos, coqueluche tout le temps. Mais voilà. Donc, Répévax. Répévax et coqueluche si on peut être amené à avoir des enfants dans l'entourage. Donc, moi, pour un immunodéprimé, je ferais Répévax en me disant que je protégerais aussi un peu contre la coqueluche. Mais... D'accord, ok. Voilà, là, vous avez nos coordonnées, en tout cas pour la Savoie, si jamais vous avez des patients avec des choses compliquées, faut vraiment n'hésitez pas à les adresser. On a même des rendez-vous un peu urgents. Des fois, on reçoit des gens, par exemple, qui doivent faire la fièvre jaune un peu en urgence parce qu'on sait que pour une cause rhumato, ils vont devoir commencer un immunosuppresseur. Donc, quand c'est possible, on se débrouille pour faire les vaccins vivants avant. Et on a des rendez-vous un peu urgents pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter quand il faut faire autre chose que grippe, pneumocoque et qu'il faut faire assez vite. Il ne faut pas hésiter à nous adresser les patients. C'est un numéro de téléphone qui est différent que la vaccination du voyage parce que du coup, comme on doit être un peu plus réactif, donc voilà, c'est pour une vaccination d'immunodéprimés, vous pouvez utiliser ce numéro pour nous adresser les patients. Donc, par contre, si un patient pour la vaccination Covid, pour cette sérologie, oui. Que le médecin quand même panouille un petit peu parce qu'on ne sait plus à peu près où on en est avec les anticorps monoclonaux, etc. C'est bien pour ces grands immunodéprimés, enfin, il n'y a pas de grands et de petits, pour ces immunodéprimés-là, de vous les envoyer spécifiquement pour le suivi des anticorps, etc. Oui. etc. Oui, nous, on est centre de vaccination Covid pour les choses un peu compliquées. Donc, on reçoit en effet on est centre de vaccination pour les patients grandement immunodéprimés pour le Covid. Et donc, il ne faut pas hésiter à leur dire de nous appeler pour être vaccinés chez nous. Comme ça, nous, on les vaccine et après, on leur remet une ordonnance de sérologie et on les conseille pour leur dire faites votre rappel dans 6 mois ou pas. Là, vous savez, avec le rappel bivalent qui a été qui est sorti en octobre, il y avait beaucoup d'immunodéprimés qui avaient eu des rappels de vaccins en juillet. Et dans ces cas-là, il y a eu une recommandation qui disait qu'il fallait faire le rappel bivalent à 6 mois, sauf les très grandement immunodéprimés, on pouvait le faire à 3 mois du vaccin pour qu'ils soient vite protégés. Donc, c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué, mais vous pouvez, les grands immunodéprimés, nous les adresser ici. Il n'y a aucun problème. On me repose la question sur le DTCP. La valence, enfin la force de la coqueluche n'est pas très importante qu'on fasse. Voilà, le tout, c'est qu'on fasse une coqueluche, donc plutôt sur du Répévax. Oui. D'accord. Après, l'arrêt de la corticothérapie, il faut attendre combien de temps à peu près? Donc, si on considère que c'est un immunodéprimé sous corticothérapie, est-ce qu'il y a un délai pour vacciner juste derrière? Alors, pour vacciner un vaccin non vivant, non, puisqu'on peut les faire sous corticothérapie, mais pour vacciner un vaccin vivant, eh ben, ça va dépendre un peu du vaccin. Mais pour un délai, je dirais que c'est 3 mois. D'accord. Il y a quand même un délai long à respecter. Avec ce schéma-là, 10 mg supérieur à 15 jours. Oui. OK. Oui, ça, c'est quelque chose que… Pour les vaccins vivants. Oui, mais c'est quand même quelque chose d'important puisque, bon, 10 jours de cortisone, c'est quand même quelque chose de très courant. 14 jours, 10 mg pendant 2 semaines. C'est quand même quelque chose de très courant. Quand on leur dit qu'il faudra attendre 3 mois pour un vaccin vivant, il va falloir bien expliquer quand même. Hein, c'est important. On me demande aussi où obtenir ce petit guide. Sur Internet. Voilà. Alors moi, je l'ai en papier, mais il est disponible sur le site du Haut Conseil de la santé publique sur Internet. L'avantage, c'est que vous pouvez faire une recherche par mot si vous êtes sur Internet. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. On a posé la question. Le guide, c'est bon. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On puisse, oui, pour les anticorps pour le dosage. Tiens, c'est même ta pharmacie démarche qui se pose la question. Il serait intéressant qu'on puisse les envoyer directement pour le dosage. Alors, nous, on ne fait pas les dosages.
Nous, on fait la prescription et le dosage est fait en ville. Mais en fait, les grands immunodéprimés, au début, les labos leur facturaient parce que le décret de remboursement était passé un peu sous le tapis. Donc, nous, on a écrit en gros prescription 100% patients immunodéprimés. Donc, on a une ordonnance un peu spécifique pour pas que les patients se fassent facturer leur sérologie. Donc, ce n'est pas nous qui faisons la prise de sang. Mais par contre, voilà, donc il ne faut pas nous les envoyer pour la prise de sang, mais plutôt pour la vaccination et on remet l'ordonnance de sérologie à ce moment-là. Voilà, j'ai encore une question. Donc, si on a une immunosuppression qui est programmée, Oui. comme ça peut arriver, on s'y prend combien de temps à l'avance? Eh bien, ça va dépendre du vaccin. Alors, idéalement, pour faire grippe, pneumocoque, les vaccins de base, si vous voulez faire une mise à jour, c'est bien de le faire au moins 15 jours avant, mais idéalement un mois avant. Et par contre, si vous voulez faire un vaccin vivant, si c'est une varicelle ou un ROR, il faudra s'y prendre un petit peu plus parce qu'il y a 2 doses et vous avez vu pour la varicelle, par exemple, c'est 6 semaines avant. Il faut que le schéma soit terminé. Voilà, donc idéalement, pour les vaccins non vivants, un mois avant pour que le système immunitaire ait le temps d'être efficace avant l'immunosuppression. Et pour les vaccins vivants, regardez en fonction du vaccin qu'on veut faire. Mais il faut avoir terminé le schéma à peu près combien de temps avant avant la programmation de l'immunosuppression? Il faut largement 3 mois ou pour les vaccins vivants? Pour les vaccins vivants, je vous remets la diapo, mais c'est variable suivant celui qu'on veut faire. Voilà. Pour la varicelle, il faut avoir fini le schéma, donc fait la 2e dose au moins 6 semaines avant l'immunodépression. Et pour le ROR et la fièvre jaune, c'est 4 semaines. Il faut un schéma terminé. Donc, la fièvre jaune, c'est qu'une seule dose, donc c'est assez facile. Mais le ROR, ça dépend. Souvent, c'est 2 doses, si les gens n'en ont pas fait du tout. Ça dépend de l'âge. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Et on n'a souvent pas le temps. Et alors, notion importante, le vaccin de la fièvre jaune, si vous souhaitez le faire à votre patient avant une immunodépression, mais même si ce n'est pas pour un voyage qui est imminent, c'est un vaccin que le patient va payer, même s'il est à 100%. Parce que le vaccin de la fièvre jaune n'a pas de cotation sécu pour être remboursé. Tout simplement, on ne peut pas le faire remboursable. Voilà. Donc, ça, les gens, en général, ils ne le savent pas et ils tombent des nues qu'il faut payer le vaccin parce qu'ils sont à 100%. Mais il n'est pas remboursable, ce vaccin fièvre jaune, même si quelqu'un est à 100%. Mais pour quelqu'un qui a une immunosuppression programmée, même si ce n'est pas nous qui faisons la fièvre jaune, et qu'on a connaissance qu'il doit voyager à un moment ou à un autre, il faut quand même l'anticiper bien avant. Parce qu'après, s'ils sont dans un schéma d'immunosuppression, ça va être trop tard et donc ils vont être empêchés de voyager à certains endroits de la même façon puisqu'ils devront présenter leur certificat de vaccination. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on évoque. Même si on ne sera pas prescripteur-injecteur, il faut quand même y penser, quoi. S'ils ont un petit enfant ou leurs enfants qui sont à l'étranger, il faudra quand même y penser. OK. Je crois… quelles sont les coordonnées de l'espace de santé publique de Lyon? Ça, de Lyon. On vous les donnera. Je pense qu'on va faire un récapitulatif. Il y a un espace de santé publique dans chaque département? Alors, non, pas du tout. En fait, à Chambéry, c'est on est un peu le seul endroit, normalement, où on a concentrer un peu toutes les activités où on fait du dépistage, de la tuberculose, des vaccins, tout ça. Dans les autres endroits, c'est pas du tout. On est un peu le seul endroit avec ce modèle. Donc, dans les autres départements, c'est des endroits séparés. Donc, je ne sais pas. Je pense pas que dans d'autres départements, les centres de vaccination internationaux fassent des vaccinations d'immunodéprimés. D'accord, ils sont spécifiques aux vaccinations internationales parce que, comme tu l'as expliqué, ici, vous avez reçu beaucoup de migrants, notamment ukrainiens, avec des bonnes surprises. C'est des gens à suivre parce que nous, on peut les retrouver dans nos officines. Mais sur le plan de la vaccination, il y a un gros retard vaccinal, je crois. Donc, je pense qu'il en arrive encore ou il circule encore chez nous. Il en arrive encore. D'accord. Donc, voilà. Alors, si un patient sous chimiothérapie a un rappel DTP avant sa chimiothérapie, on le revaccine aussi à 1 an? Eh bien, regardez, on va regarder. Oui, je pense que oui. Alors, si on regarde, pour répondre à la question, oui, si, hémopathie. D'accord. Et oui, pour les tumeurs solides à 3 mois, et si hémopathie, c'est à plus de 6 mois. Oui. Okay.
Mais ces questions un peu très particulières, c'est très pratique le document des Pays de Loire parce que vous avez quand même… Donc, ça va me faire la conclusion et puis surtout pour rebondir sur le webinaire suivant. Donc, la prochaine fois, Mes Vaccins Pro va prendre en compte tous ces schémas. C'est-à-dire qu'on va vous présenter un outil dans lequel vous rentrez le profil du patient, son âge, etc., ses vaccins, son état de santé. Donc, tout est pris en compte, hein, migrants, immunosuppression, à quelle date, etc., etc. Et donc, tous ces schémas seront résumés et vous donneront une expertise vaccinale qui vous aidera pour la prescription des vaccins. Donc, en fait, c'est une synthèse de tous les documents en ligne qui va vous être présenté la fois prochaine, qui s'appuie sur mesvaccins.net. Bien souligner qu'il n'y a aucun lien. Il y a d'autres sites comme Infovac qui sont plus liés à l'industrie pharmaceutique. Là, c'est un site totalement indépendant qu'on va vous présenter. Il ne va pas orienter vers tel ou tel vaccin et qui va reprendre tous les schémas vaccinaux qui sont dans le guide HSCP, qui sont dans les Pays de Loire et qui vont compiler tout ça. Après, ça demande un petit peu de temps. Alors, c'est vrai que voilà, bon, ça risque de nous prendre plus de temps qu'une simple délivrance. Mais par contre, ça vous sécurisera car on voit que quand même les schémas vaccinaux sont larges, sont compliqués, voire complexes. Donc, c'est le sujet du prochain webinaire. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous, notamment avec les pénuries de médicaments. On a parlé de cortisone. Faudrait-il encore en avoir? Et puis, rendez-vous au prochain webinaire. Merci à vous.